je vais essayer de vous raconter quelque chose donc, sur un problème qui est lié à la géophysique, et plus précisément sur l'océanographie. Alors, qu'on soit clair dès le départ, il s'agit de maths, c'est-à-dire qu'à la fin, ce qu'on essaye d'obtenir, ce n'est pas une prédiction quantitative très fine de ce qui peut se passer. Ce qu'on cherche à faire, c'est à comprendre des mécanismes et puis à voir comment, en faisant des maths un petit peu fines, eh bien, on peut isoler ces mécanismes et puis expliquer donc, le phénomène suivant qui va m'intéresser. Donc là, vous voyez, c'est une carte de l'océan Atlantique qui a été éditée donc, par l'armée américaine il y a à peu près, c'est trop compliqué à calculer, 70 ans. Et donc vous voyez déjà très bien sur cette carte, vous voyez les lignes de courant et vous voyez que près des côtes ouest, d'accord, eh bien vous voyez que ces lignes se rapprochent beaucoup et ce qu'on appelle l'intensification des courants à l'ouest. D'accord, donc ça c'est quelque chose qui a été observé depuis longtemps. J'ai montré une carte qui est un petit peu ancienne, mais je pense que c'est quelque chose qui est connu depuis plus longtemps et que maintenant on voit encore mieux avec des images satellites. Donc vous voyez ici la couleur représente la vitesse localement de l'eau et vous voyez que près de ces côtes, eh bien, les courants sont beaucoup plus importants. Et la question c'est pourquoi on a ces courants importants et pourquoi surtout on ne voit pas les mêmes si on se met de l'autre côté de l'océan. D'accord ? Si on se met sur la côte du côté de l'Europe, on ne voit pas du tout la même chose. Donc c'est une question assez simple à comprendre. Et moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'avec un modèle de maths très simple, avec pas beaucoup d'ingrédients dedans, et où il n'y a pas besoin de savoir beaucoup de choses, eh bien, on va pouvoir déjà expliquer ce phénomène et comprendre comment la géométrie des côtes influe sur les écoulements. Voilà, donc je vais essayer de commencer par vous détailler un petit peu le modèle que je vais regarder. Encore une fois, c'est un modèle qui est très simplifié, trop simplifié, c'est-à-dire qu'il manque beaucoup de physique dedans. Mais voilà, il faut bien commencer avec quelque chose. Donc la première hypothèse qu'on va faire, c'est donc on s'intéresse à l'eau de mer et on regarde déjà, donc c'est un fluide et il y a une hypothèse qui est raisonnable, c'est de supposer qu'elle est incompressible et presque homogène. Vous voyez ici, vous avez une courbe qui vous montre la densité de l'eau en fonction de la profondeur. Donc il y a une petite couche ici qu'on appelle la pycnocline, où cette densité varie assez vite. Puis après, vous voyez qu'essentiellement, c'est quelque chose qui est constant. Et donc c'est raisonnable, si on considère l'ensemble de la masse d'eau, de considérer que c'est un fluide qui est homogène et donc incompressible. Alors comment ça s'écrit ça en termes de maths ? Si vous regardez le champ de vitesse de l'eau, vous avez sûrement vu ça peut-être en physique, eh bien, le fait de dire que l'eau est incompressible s'écrit comme une relation différentielle, d'accord, entre les composantes de la vitesse. Donc ici, si on regarde une vitesse qui va être essentiellement bidimensionnelle, eh bien, on n'a que la dérivée par rapport à la première variable de la première composante de la vitesse, plus la dérivée par rapport à la deuxième variable de la deuxième composante de la vitesse, est égale à 0. Donc je ne vais pas mentionner, je l'ai juste mentionné dans le titre, mais je vais considérer un modèle bidimensionnel, c'est-à-dire qu'on va supposer que l'eau, en fait, c'est juste une fine couche, et on regarde juste son évolution 2D. D'accord, ça c'est assez raisonnable, parce que la profondeur de l'océan est quelque chose d'assez négligeable par rapport à son étendue spatiale. Donc voilà, donc ça c'est la première, je dirais, la première hypothèse sur l'état de l'eau. Il y en a une autre qui est importante, qui est sur sa viscosité. Alors si vous avez déjà regardé juste votre robinet coulé, vous savez que l'eau, ce n'est pas un fluide qui est très visqueux. D'accord ? Vous en connaissez plein qui sont plus visqueux, de l'huile ou du dentifrice, encore plus. D'accord ? Donc l'eau, on sait très bien que c'est un fluide qui n'est pas très visqueux. Et donc, en particulier, il y a une chose qui est importante, c'est que si vous mettez juste la vraie viscosité de l'eau, ce qu'on appelle la viscosité cinématique, vous ne pouvez pas expliquer le fait qu'il y a plein d'énergie qui est dissipée. D'accord ? On sait qu'il y a de l'énergie qui est dissipée parce que l'océan, il est chauffé par l'atmosphère, il est forcé par, on verra, il est forcé par le vent. Donc on sait qu'il y a un apport d'énergie. Pour autant, les écoulements sont à peu près stationnaires. Et donc ça veut dire que si on apporte de l'énergie, il faut aussi qu'on en retire quelque part. Et donc, ça veut dire qu'il y a des phénomènes qu'on ne comprend pas très bien, qui sont ce qu'on appelle les phénomènes turbulents,
Donc, encore une fois, on ne sait pas. Hein. Moi, je ne sais pas, je suis mathématicienne, mais j'ai bien peur que les physiciens n'en sachent pas beaucoup plus sur comment expliquer cette dissipation d'énergie. Et donc, on fait quelque chose qu'on appelle phénoménologique. Hein. Et donc, on ajoute pour cette eau une viscosité turbulente qui est censée, je dirais, modéliser tous les effets des petites échelles. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais on dit, en gros, ça va se passer comme si on mettait une viscosité qui est plus grande que la viscosité réelle. D'accord? Donc ça veut dire que c'est quand même une approximation assez forte sur le modèle. On ne sait pas très bien ce qui se passe et il y a un moment où on dit bah, c'est pas grave, on va remplacer par un effet, par un terme mathématique dont on espère qu'il produit à peu près la même chose que ce qui se passe pour de vrai. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour ce qui est, je dirais, les caractéristiques physiques de l'eau, donc incompressible et très peu visqueuse. Alors maintenant, quelles sont les forces qui s'appliquent à cette eau? Ce qu'on va vouloir faire, c'est écrire les principes fondamentaux de la mécanique, les équations de Newton pour cette eau. Et donc il faut faire un bilan des forces. D'accord? Alors, il y a une première force qui est très importante, c'est la force de Coriolis, et c'est ça qui permet de déterminer ce qu'on appelle un écoulement à grande échelle. Un écoulement à grande échelle, c'est un écoulement pour lequel la force de Coriolis va être dominante. D'accord? Donc ça ne veut pas dire forcément juste un problème d'étendue spatiale, parce qu'il faut comparer des choses qui sont comparables. D'accord? Mais donc, voilà, c'est ça qui va déterminer ce qu'on va appeler un écoulement à grande échelle. Alors, cette force de Coriolis, à quoi elle est due? Juste au fait que la Terre tourne. Évidemment, ce qui vous intéresse, ce n'est pas le mouvement de l'océan en tant que tel, mais le mouvement de l'océan relatif à la Terre. Donc, vous allez vous mettre dans un repère qui n'est pas galiléen. Et le fait que ce repère ne soit pas galiléen, vous avez une force supplémentaire, qui est la force de Coriolis, alors qu'on peut décomposer, disons, en deux termes importants. Si vous vous mettez près d'un point, d'accord, et que, donc, je vais peut-être faire un petit dessin, hein, on est dans un modèle bidimensionnel, d'accord, donc ça veut dire qu'on remplace la Terre ici par le vecteur tangent ici, d'accord, et donc la force de Coriolis, normalement, vous avez un vecteur rotation qui est le vecteur rotation de la Terre qui est comme ça. D'accord? Mais ce qui va importer, finalement, quand vous êtes près de ce point-là, eh bien, c'est sa composante verticale locale. D'accord? Sa projection. Donc ça va vous donner quelque chose qui varie comme le sinus, ici, la latitude. D'accord? Et donc, vous allez avoir vous pouvez faire un développement, d'accord, au voisinage d'un point comme ça. Vous avez une première approximation qu'on appelle l'approximation F-plan, qui consiste juste à dire que, localement, ce vecteur-là, il est comme oméga sinus, grand oméga sinus θ 0. D'accord? Et il se trouve que ce vecteur ne va pas être très important dans le modèle que je vais regarder, qui est un modèle 2D, parce qu'en fait, il peut s'identifier à un terme de pression, d'accord? Et donc, il va contribuer très peu. Et puis après, il y a un terme, si vous regardez l'ordre suivant, qu'on appelle l'approximation bêta-plan, qui consiste à juste linéariser le sinus. Et donc, c'est exactement ce qui vous donne cette formule ici pour la force. Vous voyez, ce bêta x2, eh c'est juste la linéarisation du sinus autour du point qui m'intéresse. D'accord? Et puis ça, le U perpendiculaire, c'est juste le vecteur de coordonnées U2 moins U1. C'est le vecteur U qu'on a tourné de 90 degrés à cause de ce vecteur de rotation ici. D'accord? Donc ça, c'est la force de Coriolis. Donc deux termes, un terme qui rentre dans la pression et qui ne nous intéressera pas dans la suite, et un terme qui est très important dû au fait que ce vecteur de rotation est non homogène, et qui sera la seule trace en fait de la géométrie, je dirais, sphérique de la Terre dans ce qui suit. Donc ça vous en dit un petit peu aussi sur le fait que ce modèle n'est pas très réaliste. D'accord? Mais voilà, il reste quand même une trace ici du fait que la Terre n'est pas complètement plate. Voilà, donc ça c'est la première force qui est importante. Il y a une deuxième force qui est très importante, et alors c'est pareil, la modélisation est un petit peu flottante, disons. C'est l'effet du vent. D'accord? Les principaux courants, en tout cas les principales fluctuations de courant sont dues aux effets du vent. Alors je vous avais mis juste ici deux petites figures qui vous montrent, donc les petites flèches c'est essentiellement les courants marins, et en fonction de la saison et donc en fonction du sens dans lequel souffle la mousson. Et vous voyez que selon qu'on est en été ou en hiver, eh bien, la mousson souffle soit de nord-est, soit sud-ouest, et que le courant ne se comporte pas du tout de la même façon. Hein, dans un cas, il descend, mais il reste bien collé ici à la côte, et dans un autre cas, eh bien, on va voir qu'il se décolle beaucoup plus. Bon, alors, je ne vais pas prendre des modèles suffisamment raisonnables pour reproduire toutes ces
toutes ces propriétés. Mais ce qui est important, ce qui est clair, c'est qu'on doit prendre en compte cet effet du vent. Cet effet du vent, alors c'est un mécanisme qui est un petit peu compliqué, qui s'appelle le mécanisme de pompage d'Ekman, et qui vous explique comment juste le frottement à la surface est transformé en une force qui pousse toute la masse d'eau. D'accord? Donc ça, je ne vais pas le détailler, mais essentiellement, c'est une analyse qui ressemble beaucoup à l'analyse que je vais faire après, parce que c'est aussi une analyse de type couche limite. Donc juste une remarque sur cette modélisation. Encore une fois, ici, je vais supposer que le vent est donné. C'est-à-dire que je connais le vent. Et évidemment, ce n'est pas raisonnable. Si vous regardez, vous n'avez pas un système physique qui est isolé. Hein, normalement, si vous voulez faire un système physique qui est raisonnable, il faut modéliser à la fois l'océan et l'atmosphère, et puis prendre en compte un couplage. D'accord? Mais ça veut dire que c'est un modèle beaucoup plus complexe, beaucoup plus couplé, beaucoup plus non linéaire. Et donc, pour l'instant, je dirais, c'est hors d'atteinte du point de vue des maths. Voilà, donc ça vous dit un petit peu quelles sont les forces. Et donc maintenant, qu'est-ce que je fais? J'écris que si je veux regarder un écoulement stationnaire, le bilan des forces, il est 0. Alors, il y a un autre terme que j'ai oublié, c'est la convection, mais ça, je passe sous silence parce que ça serait compliqué d'expliquer. Donc, qu'est-ce qui me reste dans mon équation ici? Il me reste ce terme qui vient de la force de Coriolis, d'accord, juste la partie inhomogène du vecteur de rotation. Ensuite, un terme de pression. Alors, pourquoi j'ai un terme de pression? Je ne vais pas parler de la force de pression, mais je ne sais pas du tout si vous avez fait un petit peu d'optimisation sous contrainte, mais le fait qu'on demande à l'écoulement de rester à divergence nulle, ça vous contraint très fort votre écoulement, et du coup, pour rattraper ça, vous êtes obligé de rajouter un terme. Donc, en l'occurrence, ici, c'est un gradient. Donc ici, le vecteur U perpendiculaire, je rappelle, c'est le vecteur de coordonnées U2 moins U1. Donc vous voyez qu'à chaque fois, c'est deux équations. Ici, vous avez un terme qu'on appelle un gradient, une dérivée partielle par rapport à la première variable, une dérivée partielle par rapport à la deuxième variable, mais d'un même champ scalaire. Donc en tout cas, ça vous donne un vecteur 2D à nouveau. Et puis ici, ce terme de viscosité, dont j'ai dit que c'était une viscosité turbulente et pas une viscosité cinématique. Donc nu, ça va être le paramètre de viscosité. Ici, c'est ce qu'on appelle un Laplacien, donc c'est à nouveau un opérateur différentiel qui agit sur un vecteur ici, qui est de coordonnées U1, U2. Et puis ici, c'est le forçage par le vent. D'accord? Et donc, ce que je dis, c'est que puisque je suis à l'équilibre, tous ces termes ici doivent s'équilibrer. D'accord? Donc, ces deux équations ici, scalaires, différentielles, plus celle que j'avais donnée au début, qui était la contrainte d'incompressibilité. Donc, maintenant, j'ai trois équations, et puis j'ai essentiellement trois inconnus. J'ai U1, U2, et puis ce vecteur ici de pression. D'accord? Donc, c'est un petit peu plus compliqué probablement que les équations dont vous avez l'habitude. Pourquoi? Essentiellement parce qu'on a des champs ici, des fonctions qui dépendent de plusieurs variables, essentiellement de x1 et x2. Normalement, ça dépend aussi du temps. Mais voilà, en tout cas, on a une équation qu'on appelle aux dérivées partielles. Et on dit qu'elle est d'ordre 2 ici parce que l'opérateur qui différencie au maximum, c'est une dérivée d'ordre 2. D'accord? Alors, maintenant, c'est comme ce que vous pourriez faire en dimension 1. Si vous me prenez une équation différentielle d'ordre 2, essentiellement, pour fixer votre solution, qu'est-ce qu'il va falloir rajouter? Il va falloir rajouter des conditions. Essentiellement, il va falloir rajouter, si vous prenez une équation différentielle d'ordre 2, il va falloir rajouter deux conditions. Là, c'est pareil, il va falloir rajouter des conditions qu'on appelle des conditions de bord. Et comme on est une équation aux dérivées partielles d'ordre 2, on va rajouter deux conditions ici, en fait, sur chaque bord, qui sont que les deux composantes de la vitesse doivent être nulles, ce qui est raisonnable. Quand l'eau arrive sur le continent, eh bien, elle s'arrête. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle une condition de Dirichlet, une condition d'arrêt. Et il se trouve que ce système, donc avec les trois équations plus ces conditions-là, est un système dont on peut montrer qu'il a des solutions. D'accord? En général, il y a un premier problème quand on traite des équations de dérivées partielles, qui est de savoir si on a écrit une équation bien, mais est-ce qu'il y a des solutions ou pas? En général, ce n'est pas un problème qui est du tout simple à résoudre. Voilà, donc ça c'est pour le modèle mathématique, mais vous verrez qu'après, comme ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez un petit peu ce qui, je dirais, est le cœur de cette analyse, je passerai à un système de dimension 1, donc des équations différentielles ordinaires, parce que je pense que même avec un bagage, je dirais, de bac plus, je sais pas, 1, 2, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre et comprendre vraiment le cœur du phénomène que je veux regarder. Alors d'abord, je vais vous présenter de façon un petit peu heuristique, d'accord, avec les mains, pour
je dirais peut-être plutôt à la physicienne, quoi, pour que vous ayez déjà une intuition de qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Voilà. Donc juste peut-être, je reviens à l'équation précédente, juste pour dire que même si j'ai une viscosité turbulente qui est plus grande que la viscosité cinématique, il se trouve que ce terme ici de viscosité, là, ce nu, ça va être un tout petit paramètre. D'accord ? Essentiellement, quand même, si vous regardez sur une très grande échelle, le flow, il est très peu dissipatif. D'accord ? Donc c'est un paramètre, c'est ce paramètre-là. Ce qui va m'intéresser, c'est de regarder ce problème-là, comment se comportent U1 et U2 pour une toute petite viscosité, d'accord, pour un U qui est très petit devant 1. Et donc ça se ramène du point de vue des maths à regarder la limite de ce problème quand U tend vers 0. D'accord ? Donc, historiquement en parlant, ce phénomène de couche limite dont je vous ai parlé, d'effet de bord important, de concentration, un phénomène qui se concentre près du bord dont je parlais, un phénomène qui a été découvert de façon relativement récente. Alors, le fait d'être récent ou pas est quelque chose qui est très dépendant de la discipline qui vous intéresse. Récent pour les maths, c'est pas du tout la même chose que récent pour la physique, pour l'informatique. Disons quelque chose qui a de l'ordre de 100 ans, pour les maths, c'est une découverte relativement récente. Voilà, donc c'est une contribution qui est due à Prandtl et qu'il a exposée au Congrès international des mathématiciens donc en 1904. Et alors son idée était la suivante, il voulait décrire donc exactement ce genre de problème, c'est-à-dire un écoulement peu visqueux autour d'un obstacle. D'accord ? Donc typiquement, alors ça ne devait pas être son exemple, parce que les avions à ce moment-là, c'était quand même pas encore quelque chose de tout à fait courant, mais si vous regardez l'écoulement de l'air autour d'une aile d'avion, d'accord, c'est exactement ce genre de choses que vous voulez regarder, ou de l'eau autour d'une pile de plomb, peut-être que ça c'était plus d'époque. Voilà, donc quelle est l'idée ? L'idée est de dire que tant que vous êtes loin de l'obstacle, si votre écoulement il est peu visqueux, essentiellement la viscosité, vous pouvez pratiquement l'oublier, ça ne va rien changer. D'accord ? Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire que vous allez décomposer votre champ de vecteurs ou votre fonction en deux parties. Une première partie qui est ce qu'on appelle le flow extérieur à l'obstacle, c'est-à-dire loin de l'obstacle. Donc vous pouvez remplacer, dire que l'équation, par exemple, que j'avais écrite ici, essentiellement, si vous êtes loin du bord, vous pouvez complètement oublier ce terme-là et ça vous donnera une bonne approximation. D'accord ? Donc ça, c'était l'idée de Prandtl. Et puis, évidemment, il se passe des choses quand vous êtes près du bord, parce qu'en général, si vous écrivez cette équation-là pour le flow extérieur, vous avez un problème, parce que vous avez trop de conditions aux limites par rapport à ce que vous pouvez imposer par rapport à cette équation. D'accord ? Donc en même temps, vous avez l'impression que ça va être raisonnable, et en même temps, vous voyez bien que vous avez imposé trop de conditions au bord. Vous avez typiquement, vous vous ramenez à une équation différentielle qui va être une équation différentielle d'ordre 1, et maintenant, vous avez plein de conditions au bord à satisfaire. Ça, c'est pas possible. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il va falloir rajouter une petite contribution près du bord. C'est ça qu'on appelle une couche limite. D'accord ? Et donc on s'attend à vraiment ce que ça reste bien localisé près du bord. Alors est-ce que ça marche, ça ? D'accord ? Ça c'était, je dirais, une idée, un ansatz. Est-ce qu'on peut faire fonctionner ça ? Alors donc l'idée, c'est que dans la couche limite, eh bien, on va avoir un profil de vitesse comme ça essentiellement qui est exponentiel, près de la paroi, et ce qui va être dominant, pour le coup, c'est les effets visqueux. C'est-à-dire qu'on va se retrouver sur une toute petite échelle. Alors, certes, il y a un facteur petit devant, mais comme on dérive très fort, si on a une croissance exponentielle, évidemment, les deux choses vont s'équilibrer. D'accord ? Donc, on s'attend à ce que la couche limite puisse rattraper les conditions de bord qu'on a perdues dans la manœuvre et qu'elle soit dominée par des effets visqueux. Alors, si vous faites ça dans le cas de l'aile d'avion, typiquement, ça ne marche pas. D'accord ? Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que sûrement vous avez déjà vu l'eau s'écouler derrière une pile de plomb et vous voyez que devant ça va et derrière c'est le bazar. D'accord ? Ça c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter vous-même. Derrière, donc essentiellement en amont de l'obstacle ici, le développement de couche limite va être raisonnable. Et puis dès que vous allez être derrière, ici, la couche limite se décolle et puis ça commence à tourner dans tous les sens, il y a des tourbillons de partout. Et donc la décomposition n'est pas stable, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de montrer, on peut faire cet ansatz, on peut écrire une décomposition, mais après on n'a pas de moyen de contrôler que cette décomposition, c'est bien quelque chose qui va rester proche de ce qui nous intéresse. Et ça ne risque pas parce que voilà, ça n'est pas proche, d'accord ? On ne peut pas écrire ici qu'on a un flot gentil comme s'il n'y avait pas d'obstacle, et puis après, voilà, ici derrière, tout est perturbé, c'est pas stable.
D'accord? Donc dans ce premier cas, ça ne marche pas, mais par contre, il y a d'autres cas où ça marche. Et en particulier en océanographie, je dirais le premier résultat probablement marquant sur ces couches limites, c'est un résultat qui est dû à Ekman, donc dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure quand j'ai parlé de pompage d'Ekman. Alors qu'est-ce qu'il a fait ce Ekman? Eh bien, il a réussi à trouver un modèle. Alors cette fois, c'est un modèle plutôt tridimensionnel, qui explique comment on va transmettre la force de surface à l'ensemble du fluide, d'accord, et qui a permis d'expliquer une observation d'un explorateur, Nansen. Vous pouvez voir les œuvres au musée des expéditions polaires à Oslo, je crois. Voilà, et donc cette observation, c'était quoi? C'était juste que si vous regardez comment dérivent les icebergs, ben, vous pourriez penser qu'ils sont juste poussés par le vent, et donc ils vont aller dans la direction du vent. Maintenant, ce n'est pas du tout comme ça. Les icebergs, ils dérivent, mais avec un angle par rapport à la direction du vent. D'accord, un angle qui est à peu près constant. Alors l'angle observé, c'était quelque chose entre 30 et 40 degrés. Et ce qu'a obtenu Ekman, eh bien, c'est un calcul qui permet de calculer de cet angle, et il trouve 45 degrés. Alors encore une fois, je vous ai dit, tous les modèles qu'on regarde ici sont trop simplifiés pour obtenir quelque chose de quantitatif. D'accord, mais qualitativement, il a compris cet effet. Alors comment ça se passe? Essentiellement, vous allez avoir ici donc un forçage par le vent en surface, qui va produire quelque chose qui n'est pas compatible, avec le flot qui est à l'intérieur ici, qui est pour les mêmes raisons essentiellement que la viscosité est très petite, d'accord. Et du coup, vous allez avoir une couche limite où très vite, ici, la vitesse du fluide change. C'est-à-dire que vous regardez votre océan et vous regardez une petite couche près de la surface. Près de la surface, la vitesse du fluide change très rapidement. D'accord? Donc vous pouvez écrire en gros la vitesse dans le fluide comme une composante qui va être la même sur toute la hauteur du fluide, quelque chose qui est typiquement bidimensionnel, plus une composante verticale et une autre composante aussi horizontale, mais dans une toute petite couche, qui va varier très vite. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de spirale d'Ekman, quelque chose qui est très bien connu de tous les océanographes et d'un certain nombre de physiciens. Et alors, la différence, c'est que, bon, on voit bien, déjà, on voit que ça marche, parce que juste, on sait que physiquement, ce genre de système est stable. Ça, c'est une première chose. Mais on peut montrer un résultat mathématique qui vous dit que si vous faites exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire vous décomposez en un flot qui va être essentiellement valable dans toute la couche de fluide, plus quelque chose qui varie très vite près de la surface, eh bien, vous êtes capable de montrer que ça, c'est une bonne approximation. D'accord? Que la différence entre cette décomposition et votre vraie solution, c'est quelque chose qui reste petit pour tous les temps. D'accord? C'est quelque chose qui est bien stable. Et donc ça veut dire que les maths sont capables d'apporter un petit quelque chose. Alors, vous allez me dire, oui, mais les physiciens le savaient déjà, puisque c'est ce genre de dessin, ça se trouve dans tous les cours de physique. Oui, sauf que, après, je dirais, une fois qu'on a développé un outil mathématique, eh bien, on est capable d'aller plus loin. D'accord? On est capable une fois qu'on a installé une technologie, on est capable, avec cette technologie, de regarder des exemples plus compliqués où on ne pourrait pas faire tous les calculs à la main. D'accord? Alors, il y a eu beaucoup de travaux dans ces 20 dernières années, justement sur l'étude de la stabilité de ces couches d'Ekman, et puis où on peut raffiner ce qui est connu en prenant en compte des effets plus fins, donc typiquement s'il y a du relief au fond de votre océan, ou si vous avez du transport non linéaire, donc le terme de convection dont j'ai dit que je ne parlerai pas plus que ça, ou des cas très particuliers où vous avez une résonance, c'est-à-dire que la fréquence de votre vent va rentrer en résonance avec la rotation de la Terre. Et dans ce cas-là, vous savez qu'a priori, quand vous avez des phénomènes de résonance comme ça, vous pouvez déstabiliser votre système. Donc tout ça, on est capable de l'étudier du point de vue des maths, avec des techniques fines d'analyse spectrale, des méthodes d'énergie, dont je ne vais pas parler ici, parce que ce n'est pas du tout le lieu. D'accord? Voilà, donc maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est utiliser ce même genre de technologie, d'accord, pour notre problème, qui est notre problème d'un océan, donc, qui maintenant n'est pas tridimensionnel, mais juste bidimensionnel. On se met à une échelle beaucoup plus grande, on peut complètement négliger. On a déjà fait ce travail, d'accord, donc c'est déjà ramené à quelque chose qui est bidimensionnel. Et on voudrait pouvoir expliquer ce qu'on constate, c'est-à-dire cette intensification des courants de bord ouest. D'accord? Alors, je vais essayer de faire ce calcul avec vous. D'accord? Donc, évidemment, moi, je sais le faire. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que vous sachiez le faire à la fin.
D'accord? Donc, je ne vais pas vous faire une interro à la fin. Vous faites ça sûrement très bien en cours. Mais voilà, par contre, s'il y a un endroit où dans le calcul, vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez et puis je refais plus doucement. D'accord? Je suis là pour ça. Voilà, donc déjà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par simplifier le modèle parce qu'il était encore trop compliqué. D'accord? Donc la première simplification, qui n'est pas vraiment une simplification, qui est quelque chose d'assez général, c'est que si vous prenez n'importe quel champ à divergence nulle, c'est-à-dire donc un U1 et un U2 qui vérifient que D1, U1 plus D2, U2 est égal à 0, eh bien vous pouvez le réécrire. Ça, vous avez dû dire ça, certainement pas en maths, mais en physique, parce qu'en général, on apprend plein de choses qu'on ne comprend pas en physique, mais après, on se rend compte que ça a du sens, même avec des maths. En tout cas, vous pouvez écrire n'importe quel champ de ce type-là, comme vous pouvez introduire une fonction de courant. Donc, si vous regardez un peu des écoulements de Bernoulli, des choses comme ça, vous avez dû voir ça. Donc, ça veut dire que U1 va être la dérivée partielle d'un champ scalaire psi par rapport à x2, et puis U2 va être moins la dérivée partielle du même psi par rapport à x1. D'accord? Donc, ce qui est logique, hein, c'est que vous êtes ramené de deux inconnus qui étaient U1 et U2 reliés par cette relation différentielle qui était que la divergence était nulle, à plus qu'une seule inconnue qui est psi maintenant. D'accord? Et donc l'intérêt, c'est que je vais ramener maintenant une équation qui est scalaire plutôt qu'un système. C'est beaucoup plus agréable pour travailler. D'accord? Donc maintenant, si je prends l'équation que j'avais écrite tout à l'heure et que je calcule le rotationnel, alors pour le moment, vous ne savez pas ce que c'est que le rotationnel, mais en fait, ce n'est pas très compliqué. D'accord? Essentiellement, ce que je vais calculer, c'est un opérateur. D'accord? Je vais dériver par rapport à la deuxième variable le champ U1, et puis je vais enlever la dérivée par rapport à la première variable de U2. D'accord? Et si vous remplacez avec psi qui est là-haut, eh bien, si je ne me suis pas trop planté, ça doit être exactement égal à D11 au carré, D22 au carré de psi. D'accord? Donc je calcule ça, hein, je dérive par rapport à la deuxième variable ma première équation de tout à l'heure, je dérive par rapport à la première variable la deuxième équation et je retranche. D'accord? C'est un calcul, donc je ne vais pas le faire maintenant, mais si je fais ce calcul, où il n'y a pas de mauvaise surprise, j'obtiens l'équation qui est là. D'accord? Donc ça, qui est là. Donc ça, c'est le premier terme qui venait du fait que la force de Coriolis est inhomogène. Vous voyez, il reste ce facteur bêta juste, qui est la dérivée locale. D'accord? Maintenant, j'avais ce terme de viscosité. Donc avant, j'avais juste un Laplacien. Je n'avais pas ce carré ici. Vous voyez, mais c'était un Laplacien de U, et puis après j'ai redérivé U, donc ça me donne une dérivée supplémentaire, et puis j'écris U comme la dérivée de quelque chose, donc j'ai deux dérivées supplémentaires, et si vous faites ce calcul précis, vous voyez qu'on obtient cet opérateur qui est d'ordre 4, qu'on appelle un bilaplacien. D'accord? Et donc finalement l'équation, il y a un terme de transport, un terme de viscosité qui est ici un terme d'ordre 4, et puis alors ça doit être le rotationnel du sigma à l'avant, peu importe, hein, c'est un truc qui est donné. D'accord? Donc ça c'est le forçage par le vent. D'accord? Donc ça, si je dis, c'est exactement la même équation. Si vous prenez l'équation de tout à l'heure et vous appliquez cette formule ici, hein, D2 de la première équation moins D1 de la deuxième équation, vous faites le calcul et tous les taux de termes doivent s'en aller, sinon c'est faux. Et puis, alors j'avais aussi des conditions de bord, d'accord, qui me disaient que U1 et U2 étaient 0 au bord. D'accord? Donc ça, en particulier, ça me dit que U1 et U2 sont constants sur le bord. Donc si je vois que ça me donne exactement que psi va être constant, donc je peux décider que c'est 0 si ça me fait plaisir, d'accord? Et puis que la dérivée, donc ça veut dire que la dérivée en particulier tangentielle va être 0, et puis que la dérivée normale au bord va être 0 aussi, d'accord? Et ça va assurer les conditions de bord ici. Donc maintenant, vous voyez que j'ai deux conditions de bord aussi qui sont sur psi, que psi doit être nul au bord et que sa dérivée, d'accord, sa dérivée donc maintenant, ça c'est autre chose. J'ai mon domaine comme ça. Mon domaine D qui est 2D. D'accord? Et donc ce que je sais, c'est que mon psi il doit être égal au bord et que sa dérivée, donc dans la direction normale en général, plutôt la normale comme extérieure, ça c'est n, eh bien, je vais voir que la dérivée dans ce sens-là va être 0. Évidemment, s'il est 0 partout sur le bord, la dérivée tangentielle va être 0 aussi. Et je retrouve bien que U1 et U2 sont nuls. D'accord? Donc voilà, donc je me suis ramené à cette équation scalaire. Et puis c'est encore trop compliqué, donc je décide que maintenant mon océan n'est plus, déjà c'était une crêpe, mais maintenant ça va être une ligne, voilà, parce que sinon c'est trop dur. Donc maintenant mon océan c'est une ligne, il ne dépend plus que de la variable x1, d'accord, et je vais oublier ce terme ici avec le dx2. D'accord, donc maintenant qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une équation différentielle,
D'accord, j'ai plus qu'une seule variable qui est x1, et plus qu'une seule fonction inconnue qui est psi. Et voilà, j'ai cette équation différentielle, plus des conditions au bord. Et je fais ce calcul en 1D, et après je vous dirai à la fin ce qui se passe si je reviens en 2D, parce que sinon l'influence de la géométrie en 1D, c'est un peu limitant, disons. Alors, donc ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, c'est que ce qui m'intéressait, c'était ce qu'on appelle une limite singulière. Une limite singulière, parce que l'équation va se comporter de façon singulière quand je vais regarder cette asymptotique. Donc quand nu est très petit, et j'ai dit que ça, du point de vue des maths, nu très petit, comme on ne sait pas très bien ce que ça veut dire très petit, par rapport à quoi, on regarde la limite nu tend vers 0. Et on dit que si nu est très petit, ça doit être ce, et qu'il y a une limite, finalement, ça ne va pas être si différent. D'accord? Alors là, j'ai mis une grosse formule juste pour rigoler. C'est pas très drôle, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous savez que si vous voulez regarder la limite d'une suite, déjà, c'est mieux que votre suite soit bornée. D'accord? Parce que sinon, ça peut casser les pieds, ça peut tendre vers plus l'infini, vers moins l'infini. Ici, c'est des fonctions, c'est encore pire. D'accord? Donc, la première question, c'est si je veux démontrer qu'il y a une limite, il faut que j'ai une borne. D'accord? Alors, une borne dans un espace de fonctions, c'est plus compliqué qu'une borne sur une suite numérique. Mais ce qui est important ici, c'est que je peux obtenir une telle borne. Alors, la borne, comment j'obtiens, c'est pas très important. C'est ce qu'on appelle une estimation d'énergie, et ici même une estimation d'énergie à poids. Donc, essentiellement, vous prenez l'équation, vous la multipliez par l'exponentielle, vous posez le au carré, vous intégrez, voilà, et vous obtenez ça. D'accord? C'est pas très intéressant. Parce que la seule chose qui m'intéresse ici, c'est que vous voyez que si je regarde cette première partie, c'est nu, ça c'est quelque chose qui va tendre vers 0, mais en tout cas qui est, disons, qui pour nu assez petit et plus petit qu'un demi. Et donc, vous voyez que ce bêta, là, c'est quelque chose d'ordre 1. Et donc, vous voyez que ça, cette intégrale ici, bon, x1, il va être entre 0 et 1. Donc, ce poids, il sert pour obtenir l'estimation, mais sinon, il ne sert à rien. D'accord? Et donc, finalement, ce que j'ai, c'est que j'ai ce qu'on appelle une borne L2 sur psi nu. D'accord? Je sais que je vais être dans un espace de fonctions, des fonctions qui sont de carré intégrable. D'accord? Et ça, c'est uniforme. Vous voyez que je vais le majorer juste par quelque chose qui dépend de taux, qui est un truc que je connais, qui est borné, et puis fois psi nu, donc après je fais un coup de Cauchy-Schwarz, d'accord, et ça me dit exactement que j'ai une bonne borne sur psi nu. Puis celui-là, vous voyez que celui-là ne va pas servir, enfin il sert, c'est pareil, il sert pour obtenir l'estimation, mais après, dans la limite nu tend vers 0, ça tend vers 0, et donc j'ai aucun contrôle sur cette partie-là. D'accord? Donc ce qui m'intéresse dans cette formule, ce n'est pas la formule, mais c'est le fait de dire que j'obtiens une borne sur psi nu, et par contre pas sur ses dérivés. D'accord? Donc la seule chose que je sais, c'est que j'ai une borne sur psi nu. Alors, vous avez des théorèmes qui généralisent ce que vous savez, c'est-à-dire que si vous aviez une suite dans un borné, à extraction, vous allez pouvoir extraire une sous-suite. Alors, dans l'espace de fonctions, ça ne marche pas très bien, ça, mais ça marche quand même un petit peu. Ça marche dans un sens faible. Alors, ce n'est pas le moment de vous faire un cours de distribution, donc je ne vais pas vous expliquer précisément ce que ça veut dire. D'accord? Mais voilà, il existe un sens faible tel que, une fois que je connais cette borne, eh bien, je vais savoir que je peux avoir une limite ici pour ce psi nu. D'accord? C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Et donc maintenant, si je reviens à mon équation que j'avais avant, eh bien, je sais que psi nu converge. Je ne m'embête pas trop avec les dérivés parce que je ne sais pas trop quoi en faire. D'accord? Mais ça va converger vers bêta fois la dérivée de psi. D'accord? Là, il y a un nu devant, donc ça va s'en aller. Ça va faire 0. Et ça, taux, c'est taux. D'accord? Donc finalement, qu'est-ce que j'ai à la fin? J'ai juste que ma fonction limite psi bar, elle vérifie juste une équation qui est très simple, qui est bêta d sur dx1 de psi bar égale taux, qu'on peut appeler de façon très pédante une équation de transport, mais enfin ici, qui est juste une équation, ça veut dire que une fois que je sais la valeur de psi bar ici, par exemple, sur le bord, pour obtenir psi bar ici, je l'intègre juste le long d'une ligne. D'accord? Voilà, ça va. Juste un coup d'intégrale à faire, il n'y a pas de... Voilà, vous pouvez supposer que taux est très régulier si ça vous angoisse de savoir si c'est intégrable ou pas. Voilà. Mais après, on a le droit de vous angoisser que jusqu'à ce que vous ayez passé un concours, après c'est fini. Voilà. Alors après, maintenant ce que je veux faire, c'est faire exactement la procédure qui était expliquée par Kant, c'est-à-dire décomposer, donc dire que ça va être ma fonction hors de l'obstacle, hors du mur. Donc la fonction, ça va être une bonne approximation ici à l'intérieur du domaine, mais que par contre, au voisinage des bords, là, ça me donne une très mauvaise approximation parce que, pourquoi? Parce que si ici je fixe par exemple que ma fonction est 0, disons sur ce bord ici, d'accord? Donc je fixe que ici psi c'est 0, et puis j'intègre, d'accord?
Alors là, sauf gros coup de bol, il n'y a aucune chance que ça fasse 0 ici. D'accord? J'ai une fonction taux, n'importe quoi. D'accord? Et j'intègre cette fonction taux de ce point ici à ce point. Donc si j'ai beaucoup de chance, peut-être que je vais retomber sur 0, mais il ne faut pas exagérer, je ne vais pas avoir de la chance partout. D'accord? Donc en général, je ne peux pas avoir que ça fait 0 ici et 0 ici. D'accord? Ça fait trop, j'ai demandé trop. Alors, donc il va falloir que je rattrape mes bêtises. J'ai fait des bêtises, il faut que je les rattrape. Non seulement en plus, il fallait que psi ce soit 0, mais il fallait aussi que sa dérivée soit 0. Enfin voilà. Hein, là, c'était la liste au Père Noël et c'est vraiment trop. Donc je n'ai pas le droit de faire ça. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais faire exactement ce que je pensais. C'est-à-dire, je vais prendre une couche limite qui est censée rattraper les conditions au bord. C'est-à-dire, je vais rajouter un petit bout, une petite contribution ici que j'ai appelée psi CL comme couche limite. Je ne suis pas très douée avec ce machin-là. Ah oui, là. Voilà. Donc, mon psi couche limite, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rattraper mes conditions de bord, c'est-à-dire que quand je regarde la somme du psi couche limite et du psi bar, en x1 égale 0, ça va faire 0, ainsi que sa dérivée. Et pareil, en x1 égale 1, je vous rappelle que ici, là, tout de suite, mon océan est juste un segment. D'accord? Voilà. Et donc, je vais chercher deux petits bouts de couche limite, un petit bout ici, et puis un petit bout ici pour rattraper les... Voilà, et puis qu'est-ce que c'est l'équation maintenant? Parce que ça donne ça dit ce que ça doit faire sur le bord, et maintenant il faut que je dise aussi quelle est l'équation différentielle pour cette couche limite. Donc ça va être, j'ai plus le forçage, le forçage je l'ai déjà pris en compte dans mon équation de transport de tout à l'heure, donc il ne me reste pas de forçage, et ce qui me reste c'est un équilibre entre le terme de transport et puis ici le terme de viscosité. Vous voyez que maintenant ça c'est une équation, si vous regardez ça comme une équation sur la dérivée ici, c'est une équation différentielle d'ordre 3. D'accord? Donc je veux résoudre cette équation homogène, d'accord, avec des conditions au bord, bah on va voir ce qu'on met. D'accord? Et là, vous voyez qu'avec ce modèle qui est quand même extrêmement simple, eh bien, on va pouvoir expliquer déjà pourquoi ce n'est pas symétrique entre l'est et l'ouest. Donc je cherche donc, mon psi couche limite, j'ai dit un petit bout à gauche, un petit bout à droite, un petit bout à l'est, un petit bout à l'ouest. Alors, j'ai un facteur de scaling. Alors, ce facteur de scaling, d'où il vient? Je dis que si je remplace x1 maintenant par un x1 fois une puissance de nu sur bêta bien choisie, qui doit être à la puissance 1 tiers, d'accord? Et bien maintenant, je n'aurai plus de facteur ici devant. Donc, je tue tous les... Et il va me rester une équation différentielle, d'accord, qui est à peu près le plus simple que ce qu'on pouvait penser. J'appelais phi. Donc, j'ai phi, et puis moins... phi dérivée troisième égale 0. D'accord? Après scaling. Le bêta, les nus, je les ai juste changés, j'ai dilaté, enfin en l'occurrence plutôt rétréci mon x1 et je me ramène à cette équation-là. Alors pourquoi est-ce que c'est différent entre l'est et l'ouest? Eh bien parce que si vous voulez résoudre cette équation différentielle, vous allez chercher, je pense, sous la forme d'une exponentielle. D'accord? Vous allez chercher ça comme exponentielle de lambda x. D'accord? Et vous voyez que du coup, l'équation à laquelle vous vous ramenez, c'est lambda 3 égale 1. C'est pas trop compliqué. Ou de l'autre côté, si vous allez regarder en 1 moins x, lambda 3 égale moins 1. D'accord? Et alors, qu'est-ce qui se passe? La différence, évidemment, comme vous voulez que ce soit quelque chose qui reste localisé ici, vous allez chercher plutôt une exponentielle avec une partie réelle négative, parce que sinon, ça ne va pas du tout décroître. D'accord? Donc, résultat des courses, si vous regardez les racines troisième de l'unité, donc ça, je ne vous fais pas de dessin, vous prenez un cercle, vous divisez en 3, vous mettez la racine troisième. Eh bien, vous trouvez que si vous êtes à l'est, vous trouvez une seule racine, et si vous êtes à l'ouest, vous trouvez deux racines. D'accord? Deux racines avec la bonne partie, réelle du bon signe. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, après, les autres ça ne vous intéresse pas, d'accord? Ça va vous donner des solutions qui sont explosives. Donc, alors là, c'est carrément la cata, c'est même plus une couche limite, c'est un truc qui déstabilise tout. Donc, c'est certainement pas ça que vous voulez. Donc, maintenant, en moralité, ça veut dire que vous allez pouvoir, avec un bonhomme comme ça, vous allez pouvoir rattraper une couche limite, une condition, d'accord? Alors qu'avec celui-là, vous allez pouvoir rattraper deux conditions. Parce que ici, vous pouvez choisir un lambda, d'accord? Enfin, là, ça n'a pas très bien choisi. Et puis ici, vous pouvez choisir lambda 1 et lambda 2. D'accord? Et maintenant, ce que vous deviez faire, c'est rattraper en tout, vous aviez 4 conditions. D'accord? Donc, vous aviez une première condition ici, qui était que psi bar plus psi de couche limite, ici, donc, oui, en x1 égale 0, ça devait être égal à 0. Et pareil pour la dérivée.
Et puis la même chose ici en x1 égale 1. Et puis psi bar plus psi de couche limite en x1 égale 1, prime, égale 0. D'accord? Donc ce que j'ai dit, c'est qu'il y a un côté où malheureusement, je vais pas pouvoir, j'ai qu'un seul degré de liberté sur mon psi de couche limite. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir récupérer ici une équation, mais l'autre, juste, j'ai intérêt à ce qu'elle soit satisfaite. D'accord? Donc ça veut me dire que je vais utiliser ces deux équations ici, et puis que eh bien, je dois fixer une condition sur psi bar à droite. D'accord? Je n'ai pas le choix. Hein, avec ma couche limite, je peux rattraper une condition. D'accord? Donc je vais pouvoir remplacer mon psi de couche limite comme ça. Je vais avoir du lambda ici et là. Et après, l'autre, je n'ai pas le choix. Il faut qu'elle soit satisfaite par psi bar. D'accord? Donc ça veut dire que je suis obligé de revenir maintenant à mon équation de transport. Mon équation de transport, c'était juste une équation de type équation différentielle psi prime égale taux, d'accord, sur tout mon domaine. Et maintenant, je sais que la condition au bord, ben, je ne peux pas la choisir, je peux pas choisir de fixer psi bar ici. Je n'ai pas le choix. Psi bar, il faut que je le fixe de ce côté-là. D'accord? Donc ça vous donne quelque chose qui est complètement dissymétrique. Vous voyez que a priori, c'est un phénomène qui est complètement localisé près du bord, et pourtant, ça va déstabiliser complètement ici tout l'ensemble. D'accord? A priori, les couches limites, la viscosité, c'est quelque chose qui devrait agir juste dans le voisinage du bord. Vous voyez que en fait, ça fixe l'endroit où vous allez fixer votre condition pour votre équation de transport, et donc en fait, cette viscosité, eh bien, indirectement, c'est elle qui pilote tout le flot sur tout le domaine. D'accord? C'est la première raison pour laquelle ça pilote tout le flot, c'est que c'est elle qui fixe, qui vous dit que c'est à droite que vous devez choisir la condition de bord pour le psi bar et pas où vous voulez. D'accord? Ici, à l'est. Voilà. Et puis après, l'autre, le psi bar, il fera ce qu'il pourra. Hein. Vous aurez intégré votre équation de transport. Donc là, le psi bar, une fois que vous l'avez fixé ici, il est fixé de ce côté-là. Mais ça, ce n'est pas grave parce que ici, vous avez 2 degrés de liberté pour la couche limite. D'accord? Donc vous pouvez rattraper les deux conditions, pas de problème. En jouant sur lambda 1 et lambda 2, vous allez avoir un système linéaire qui n'est pas très compliqué à résoudre en lambda 1 et lambda 2. D'accord? Donc vous voyez que déjà, rien que sur ce premier calcul très simple, vous voyez que 2 choses. La première, c'est que c'est une dissymétrie totale entre l'Est et l'Ouest. D'accord? Alors l'Est et l'Ouest, c'est fixé par rapport au, fait, au signe de bêta, hein, donc à l'inhomogénéité du vecteur de Coriolis. Hein. Et puis, vous voyez que donc cette dissymétrie, et puis le fait que la couche limite, en fait, elle n'a pas un impact que localement, elle a un impact sur tout le flot, même le flot moyen dans le domaine. D'accord? Alors ça, évidemment, dans ce cas-là, ça manque un peu de géométrie, d'accord? On est en dimension 1, ce n'est pas forcément très intéressant, et ça ne correspond pas tout à fait à ce que j'avais vendu dans le titre, qui était l'influence de la géométrie. Parce que voilà, essentiellement, une fois qu'on a vu la gauche et la droite en dimension 1, on a tout vu. Hein. Voilà, donc ce que je voudrais maintenant, c'est discuter quelques autres propriétés. Alors là, évidemment, il n'est plus question de faire des calculs ou de vous expliquer comment ça se passe, parce que ça va être un peu plus technique, mais juste que vous ayez un petit peu une idée, d'accord, de la complexité dès qu'on passe en dimension 2. D'accord? Donc la première chose, c'est que si vous regardez un domaine donc, le plus simple, hein, donc une patate, mais une patate convexe, d'accord, une gentille patate convexe comme ça. Voilà, donc il va y avoir un premier problème, un premier souci, qui est au voisinage des bords ici, nord et sud. D'accord? Donc là, pour l'instant, on a vu, donc on va même prendre une patate carrée, ça serait encore plus simple. Voilà, donc on a vu ce qui se passe ici, on a vu ce qui se passe ici. Mais maintenant, évidemment, au nord et au sud, ça ne se passe pas pareil. Pourquoi? Donc si je regarde toujours mon équation, hein, donc ce que je vais faire dans ma couche limite, ce que je fais, c'est que je change la taille de la coordonnée ici, de ma distance au bord. D'accord? Donc ici, ma distance au bord, au nord et au sud, eh bien, c'est quelque chose qui est contrôlé par ma variable x2. Hein, x1, c'était la longitude, x2, c'est la latitude. Et donc maintenant, ce que je dis, c'est que dans le cas d'une géométrie 2D, eh bien, la distance au bord, quand je suis au nord ou au sud, c'est quelque chose que je vais changer, sur laquelle je peux agir avec la variable x2, donc en rescalant la variable x2. Donc maintenant, vous voyez, mon équation de couche limite, si je veux regarder une couche limite, eh bien,
ce terme-là, là, près du nord, il n'est absolument pas singulier. C'est une dérivée par rapport à x1, d'accord, mais dérivée par rapport à x1 près du nord, alors, même dans une couche limite, c'est multiplié par 1, d'accord. C'est dérivé, ça fait rien, d'accord. Si vous avez une gentille fonction, cette dérivée par rapport à x1, elle ne fait rien. Et donc la seule chose que vous allez dilater ici, c'est la variable x2, d'accord. Donc on va dire que l'autre terme, il est plus petit, parce que c'est vrai, d'accord. Et donc maintenant, vous voyez que les deux termes qui vont s'équilibrer au nord et au sud, c'est ce terme de transport ici qui est d'ordre 1, et ce terme ici de viscosité, qui va devoir être d'ordre 1 aussi. Ça vous dit que la taille de la couche limite, elle n'est pas la même. D'accord? Parce que si vous changez votre x2, pour que ça, ce soit en gros d'ordre 1, votre x2, il faut que vous le scaliez comme nu à la puissance 1 quart, et pas comme nu à la puissance 1 tiers. D'accord? Donc ça veut dire que en fait, votre couche limite, elle est comme nu puissance 1 tiers, donc elle est toute petite ici. Et par contre, ici, elle est plus grosse. D'accord? Donc déjà, ça devrait ressembler à un truc un peu plus comme ça. Première chose, elle n'a pas la même taille. Alors évidemment, pour l'instant, je ne discute pas ça, mais ça pose un petit peu des problèmes dans les coins, là. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que cette équation, du coup, elle n'a pas du tout non plus la même, je dirais, les mêmes propriétés mathématiques. D'accord? Ce n'est pas du tout une équation du même genre. Hein, si vous regardez cette équation-là, alors c'est un peu compliqué parce que c'est une dérivée d'ordre 4, mais peut-être si c'était une dérivée d'ordre 2 ici, c'est quelque chose qui vous parlerait un peu plus. Hein, avec une dérivée d'ordre 2 ici, ce qu'on appelle l'équation de la chaleur. Vous avez peut-être vu si vous avez regardé comment se répartit la température dans une barre métallique. Et donc c'est ce qu'on appelle une équation ici de propagation, une équation parabolique. Et donc ça n'a pas du tout les mêmes propriétés que l'équation différentielle que j'ai tout à l'heure. L'équation différentielle que j'ai tout à l'heure, essentiellement pour chaque point, je pouvais résoudre localement. J'avais une exponentielle et terminé. Là, ce n'est pas du tout pareil. C'est vraiment cette idée de propagation. Et donc, je ne vais pas pouvoir résoudre cette équation au voisinage juste de chaque point du bord, me mettre là et me dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas du tout comme ça, d'accord? Je suis obligée de fixer une condition ici et de la propager. Vraiment comme une équation sur la température. Hein. Vous chauffez d'un côté de votre barre et vous regardez ce qui se passe. Vous avez une propagation comme ça. Donc là, c'est exactement ce qui se passe pour cette équation. Alors, c'est une dérivée d'ordre 4, mais ça se comporte exactement pareil. Donc il y a un certain nombre de propriétés importantes de ces équations, comme l'équation de la chaleur. Hein. Donc pour l'équation de la chaleur, ça serait le temps et ça serait l'espace. L'équation de la chaleur, elle a une propriété en particulier très importante, c'est qu'elle est irréversible. Donc dans un sens, vous pouvez avancer, pas de problème, vous n'avez jamais le droit de revenir en arrière. Ça, c'est interdit. Donc vous pouvez comprendre comment ça va progresser en temps, mais l'équation de la chaleur, elle ne vous permet pas de revenir en arrière en temps. C'est tout ce qu'on appelle les équations de diffusion. D'accord? Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire l'avant et l'arrière? C'est par rapport à la variable x1. D'accord? Donc une nouvelle fois, vous allez voir une différence entre l'est et l'ouest. Votre équation de propagation ici pour cette couche limite au nord et au sud, eh bien, va se propager d'ici à partir de l'est et jusque vers l'ouest, et vous n'avez pas le droit de faire dans l'autre sens. D'accord? Donc ça c'est réminiscent un peu de ce qui se passait tout à l'heure pour la condition de bord. Vous aviez un sens de propagation, vous avez à nouveau ce sens de propagation au nord et au sud, et puis vous avez en plus évidemment que ici la taille n'est pas la même. Voilà, et donc ça c'est une première chose. Et alors une deuxième chose que je voudrais expliquer, c'est maintenant si votre domaine n'est votre océan n'est ni une patate convexe ni un rectangle, donc quelque chose d'un peu plus compliqué comme ce qui est dessiné là-haut, quel est le problème? Donc j'essaie de faire un dessin et de vous expliquer pourquoi il y a un problème. Donc on va faire un dessin pas trop compliqué. Hop, voilà. Donc ici c'est mes bords est, d'accord, en orange. Et donc là je sais que je vais fixer que psi bar c'est égal à 0 ici, en gros. C'est pas tout à fait 0. Hein, voilà, donc sur tous ces bords-là, est, j'ai que psi bar c'est égal à 0. D'accord? Et après, j'ai dit, mon psi bar, pour le trouver, qu'est-ce que je fais? Je pars de mon point ici, j'intègre ici le long de ma ligne horizontale, et je trouve ce que ça vaut ici, d'accord, mon psi bar. D'accord? C'est juste une intégrale, il faut juste que j'intègre la fonction taux entre ce point et ce point. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, si j'arrive, par exemple, pour un point par ici, ou par ici, hop, je prends un point par ici, ça sera plus simple, donc je vais avoir intégré à partir d'ici. Ça va faire un truc. D'accord? Maintenant, si je regarde un point qui est juste un tout petit peu en dessous, ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai intégré qu'à partir d'ici. Donc c'est pareil que tout à l'heure, à moins d'un gros coup de peau, il n'y a aucune raison que ici, sur cette ligne-là, ce soit continu.
D'accord? Pourquoi? Parce qu'en général, pour aller jusqu'à ce point-là, vous avez intégré votre fonction taux de ici à ici, et il n'y a pas de raison que ça fasse 0. D'accord? Donc ça veut dire que les points qui sont juste en dessous de cette ligne, vous allez avoir intégré juste à partir de ce point critique ici. Les points juste au-dessus, vous allez avoir intégré à partir du bord qui est loin, très loin. D'accord? Ça veut dire que si quand vous regardez juste la solution ici de votre équation de transport, eh bien elle va valoir quelque chose ici qui est gentil, continu, classe C infini si vous voulez. Pareil pour ce bout ici, pareil pour ce bout ici. Mais là, par contre, ça saute. Et ça saute de exactement, vous savez exactement combien, ça saute de l'intégrale de taux entre ce point et ce point. D'accord? Évidemment, si vous faites une géométrie un peu plus compliquée, bah, ça saute autant de fois qu'il faut. Et alors ça, la viscosité, elle n'est pas très grande, mais juste, elle vous interdit de sauter. D'accord? C'est exactement le même problème qu'au bord tout à l'heure. La viscosité, elle n'est pas très grande, d'accord? Mais elle vous dit que nu fois la dérivée d'ordre 4, ça doit être un truc qui est borné. Si vous sautez, vous pouvez toujours dériver 4 fois et multiplier par nu, même si nu est petit, ça ne va pas faire un truc qui est borné. D'accord? Donc ici, votre viscosité dit « Ah non, niet, ça c'est pas du tout admissible ». D'accord? Donc il faut rattraper cette discontinuité. Et en fait, ça fait comme si vous avez mis un bord fictif. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez essentiellement faire la même chose que pour le nord et le sud. D'accord? Dire que essentiellement ça c'est comme un bord nord ou sud. Et vous allez récupérer une autre couche limite ici. D'accord? Alors ça c'est un exemple intéressant parce que je crois, à ma connaissance, c'est le premier cas de couche limite, de couche limite, qui normalement sont des couches près du bord, qui n'est pas près du bord. Et qui néanmoins est stable, c'est-à-dire qu'on est capable de montrer quand même qu'on va pouvoir faire une construction où l'approximation qu'on est en train de construire reste bien proche de la fonction de courant qu'on est en train de chercher. D'accord? Donc je pense que c'est un premier exemple d'une couche limite qu'on s'attendrait à trouver près du bord et qui n'est pas du tout près du bord, qui est en plein milieu. D'accord? Et ça c'est des choses qui sont observées physiquement, des espèces de zones de singularité comme ça, qu'on voit très bien. Voilà, alors je ne vais pas vous expliquer du tout comment on fait ça techniquement. Techniquement, juste le calvaire, d'accord, c'est de recoller tout ça. D'accord? Alors là, c'est pas très. Je pense qu'on voit essentiellement rien, mais essentiellement, il va falloir recoller ici vos couches est et ouest, et puis plus les couches ici discontinuité, les couches nord, les couches sud. D'accord? Et ce qui est très pénible, c'est de savoir comment vous raccordez ici dans les coins. D'accord? En fait, il se trouve qu'on ne raccorde pas, c'est ce qu'on a cherché longtemps. On a cherché longtemps à raccorder ces couches. Évidemment, ce n'est pas très facile de raccorder un truc qui est de taille, d'accord, typiquement, pensez à une exponentielle de quelque chose qui est comme nu puissance moins un quart, et une autre exponentielle qui est comme exponentielle de nu puissance moins un tiers, et ça ne se raccorde pas, ça ne marche pas. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut les superposer, voilà, faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire toujours commencer par le bord est et propager les choses dans le bon ordre, calculer 70 millions de correcteurs, et puis avoir une estimation de type, la même estimation d'énergie que j'ai montré tout au début pour avoir une borne, pour montrer qu'en fait, ça va rester petit. Voilà, donc après, je dirais, c'est faire le bras de fer avec le problème et puis voir qui est le plus fort. Voilà. Donc on est content quand on est le plus fort, mais ça prend parfois du temps. Voilà, alors mais évidemment, je dirais c'est de l'ordre de la prouesse technique, peut-être, mais ça ne répond pas vraiment au problème des physiciens, qui est d'avoir une prédiction qui est un peu plus quantitative même qualitative d'ailleurs. Et donc, pour faire quelque chose de raisonnable, la question, c'est maintenant qu'on a une technologie, je dirais, qui est assez robuste, qui, sur des problèmes simples, fonctionne bien, est-ce qu'on est capable d'implémenter cette technologie sur des problèmes plus importants, plus complexes, enfin plus pertinents physiquement? Et donc, il y a au moins deux facteurs qui sont vraiment importants si on veut comprendre la circulation océanique globale, qui sont la température, parce que la température, c'est quand même vraiment le moteur dans l'océan. Donc ça, il faut comprendre comment rajouter la température. C'est un point délicat parce que les physiciens ne savent pas forcément très bien d'ailleurs comment il faut la rajouter. Ça, c'est vraiment le point numéro 1. Et puis, il y a autre chose qui est vraiment pas raisonnable, c'est qu'on a oublié totalement la dimension, la troisième dimension de l'océan. En particulier, si vous avez une énorme montagne au milieu, ou une île, eh bien, pour l'instant, vous ne voyez rien puisque vous avez aplati votre océan comme une crêpe. D'accord? Donc ça, ce n'est pas raisonnable non plus. Et puis on sait très bien aussi que la circulation océanique globale, on a de l'eau qui remonte ou qui descend près des côtes. C'est vraiment quelque chose qui est 3D et sur lequel la température joue beaucoup. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut continuer à faire ce genre de choses sur des modèles plus compliqués, mais aussi plus réalistes? Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que vous en avez plein la tête. Et puis je vous remercie beaucoup de votre attention.
Vous y croyez à ce qu'elle a raconté? Et moi, j'y crois absolument pas. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. C'est incroyable. Et là, écoutez, Laure, elle essaie de vous faire avaler que l'océan Atlantique, il fait 3000 km, 5000 km de large. Voilà. Cette phrase, cette idée que ce qui se passe le long des côtes d'un côté, du côté américain, se ressente à 5000 km, moi, je ne peux pas croire une chose pareille. Ben, c'est le calcul qu'il a dit. Hein. Et, Est-ce que dans l'hémisphère sud, on a le droit à une inversion des rôles, puisque force de Coriolis ne devrait pas être inversée? Non. Non. Alors la force de Coriolis est inversée dans le sens que vous voyez que si vous regardez l'ordre 0, d'accord, ce qu'on appelle le F-plan, évidemment, vous voyez que ça va être négatif quand là c'était positif. Mais par contre, vous voyez que en fait, ce qui joue dans cette partie-là, c'est la dérivée. La dérivée, c'est la même dans les deux hémisphères. D'accord, donc c'est toujours sur le bord ouest que ça se concentre. Parce que c'est la dérivée qui joue et pas le signe du vecteur local de rotation. Du coup, la théorie, en fait, elle prévoit qu'il y a un courant qui va remonter les côtes? Elle prévoit... Alors, tant qu'on n'a pas dit à quoi ressemble taux, à quoi ressemble, surtout essentiellement taux, ça ne dit pas grand-chose sur psi, parce que évidemment, si on change le taux, on va changer tout partout. Parce que comment on peut prévoir un courant d'une amplitude minime en négligeant les gros courants dus à la convection, les variations de température? Le gros courant le gros courant ici dans mon modèle qui est trop simple, hein, et donc effectivement il ne prend pas en compte la température, c'est ce qui reste, c'est l'équation de transport. Et ça, c'est ça qui donne ce qu'on appelle la relation de Sverdrup, qui est la relation qui vous donne exactement le gros courant. Hein, le gros courant, le Gulf Stream, hein, c'est mon psi bar de tout à l'heure. Évidemment, comme je n'avais pas de température, il me manque, physiquement, il me manque une grosse partie du mécanisme, mais voilà, c'est l'équation qui reste, c'est l'équation vraiment qui pilote le flot à l'intérieur du domaine. Et après, après l'effet de couche limite, il est un peu indépendant, quelque part, il est un petit peu indépendant de cette équation. Ce qui compte, hein, finalement, si vraiment on veut faire les choses de façon très, je dirais, très minimale, c'est en gros l'ordre de l'équation de laquelle on est parti, hein, qui va fixer le nombre de conditions de bord qui sont admissibles pour l'équation d'origine, et puis l'ordre de l'équation à laquelle on arrive, qui fixe le nombre de conditions qui sont admissibles pour l'équation moyenne, d'accord, et tout le reste, hein, toutes les autres conditions qui sont en trop, il faut les rattraper par des couches limites. Voilà. Donc après, ça dépend du modèle. Dans le cas d'Ekman, c'est un peu différent. Mais voilà, essentiellement, c'est un compte algébrique. Hein. Il faut nombre de conditions qu'il faut rattraper. Donc ça ne change pas beaucoup. On pourrait rajouter de la température, mais après, voilà, ça ne change pas tellement la dimension des espaces. On peut rajouter un modèle plus compliqué, on peut rajouter un modèle qui est non linéaire, on peut rajouter des effets de la topographie, on peut rajouter un certain nombre de choses. Alors ça complique beaucoup, je dirais, la partie technique, mais l'idée que la couche limite rattrape ce qu'on a perdu entre l'équation de départ et l'équation limite, ça c'est toujours pareil. Alors la seule chose qui peut se produire de dramatique, hein, c'est le cas dans les couches de Prandtl, c'est le fait que votre couche limite, c'est-à-dire cette décomposition en un flot moyen plus une couche limite, soit quelque chose qui ne soit pas du tout stable. Dans ce cas-là, juste, il faut faire autre chose, mais en général, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il y a une justification mathématique autre que ça marche au fait de choisir de placer une racine à droite et deux racines à gauche, enfin toutes les fois où on a dit on part de l'Est et non pas de l'Ouest? Ouais. Est-ce que c'est simplement parce que ça marche ou est-ce qu'il y a une justification à ça? Pourquoi j'ai pas pris les racines avec une partie réelle positive, c'est ça? Ouais, vous avez placé les deux racines complexes. En fait, il y a trois racines complexes à chaque fois, hein, puisque c'est racine de x3 égale moins 1 ou de x3 égale plus 1. Il y en a une qui est réelle. Mais si je mets les racines avec une partie positive qui va être une partie réelle qui va être positive, vous voyez que ça va me dire que je vais obtenir un développement avec une exponentielle qui va croître très forte. Enfin, c'est une instabilité violente quand je m'éloigne du bord. Donc ça, c'est clairement, c'est pas admissible. J'ai aucune chance de montrer qu'un truc comme ça va être stable. Alors après, pourquoi est-ce qu'on en obtient juste le bon nombre? Il faudrait faire un peu d'analyse harmonique et regarder les symboles des opérateurs, mais là, je pense que c'est pas très raisonnable. Je ne vais pas le faire.
Mais oui, non, il y a une raison, il y a une raison, je dirais, intrinsèque qui fait qu'on obtient la bonne dimension la bonne dimension. Mais vous voyez que ça, quelque part, c'est un cas assez particulier, c'est le cas où on peut faire tout localement. Vous voyez qu'au nord et au sud, finalement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus générique de ce qui peut se produire, hein, beaucoup plus complexe, hein, parce qu'on ne peut pas résoudre localement juste avec une exponentielle de lambda x. Hein, on est obligé de regarder une équation de propagation qui est beaucoup plus compliquée. Et là, on peut démontrer, mais c'est beaucoup plus compliqué aussi, que ça va bien rester, parce que j'ai dit ça se propage, mais il faut aussi montrer que ça ne va pas se barrer vraiment loin dans le domaine. Hein, il faut montrer que ça reste ici bien localisé. Donc ça, c'est... Je dirais que par rapport à la formulation dans le cas Est et Ouest, où tout est explicite, on a juste une exponentielle décroissante, donc montrer que ça reste localisé, c'est quelque chose qui... ça se voit, quoi. Là, il y a quelque chose, faut travailler beaucoup plus, regarder les dérivés, refaire des estimations d'énergie pour les dérivés, et voir que ça ne va pas empiéter ici sur le domaine. Donc c'est pas... Je dirais que c'est le cas qui est le mieux connu, parce que finalement, déjà, les phénomènes de couche limite, c'est quelque chose qui n'intéresse pas une communauté forcément très large, mais même à l'intérieur de cette communauté, les gens ils font souvent des couches limites juste quand elles sont locales. Après, dès que ça commence à être un peu plus le bazar, les gens préfèrent arrêter là. Et dire c'est pas grave, l'océan sera un tort, parce que sinon c'est trop compliqué quand il y a des bords. Voilà. La plupart des modèles sont comme ça. Hein. L'océan est soit tout l'espace, soit un tort, il n'y a pas de bord, et comme ça c'est plus simple. Bonsoir, j'avais une question sur les tailles caractéristiques qu'il faut pour que ça marche. Parce que là, on voit que ça marche bien dans l'océan Nord-Atlantique, mais est-ce que ça marcherait dans un bassin plus petit, par exemple en Méditerranée ou même sur un lac? Alors, c'est une question très intéressante qui est liée, je pense, au titre que j'ai donné pour la circulation océanique à grande échelle. Toute la question, elle est de savoir pourquoi ce genre de choses... alors, le phénomène de couche limite a lieu, je dirais, dès qu'on est à une distance, sur une échelle de longueur qui va être grande devant l'échelle caractéristique des frottements. Donc ça, c'est... N'importe quelle... La Méditerranée est largement assez grande, et même un lac. Quoi. Donc, ce phénomène de couche limite, voilà. Maintenant, après, les équilibres entre les différentes forces sont très différents. C'est-à-dire que, typiquement, sur un lac, la force de Coriolis, vous pouvez l'oublier, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, c'est pas... Voilà, les forces en jeu... Évidemment, on choisit de garder celles qui sont plus pertinentes à l'échelle qu'on regarde, mais voilà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire que c'est la force de Coriolis qui dit dans quel sens votre siphon va se vider, mais c'est vraiment... c'est une absurdité monumentale, quoi. Je veux dire, c'est pas... La force de Coriolis sur cette échelle-là, elle ne fait rien du tout, quoi. Voilà, donc les mécanismes, les forces en jeu, l'équation va être un peu différente, mais oui, la viscosité est très petite encore devant l'échelle considérée, et donc on a encore des phénomènes de type couche limite, mais voilà, avec un mécanisme différent et donc des couches limites différentes. Bonsoir. Alors j'avais une question sur la nature de ce qu'on a vu ce soir. Est-ce que c'est en fait la simplification de quelque chose de plus poussé, ou est-ce que c'est la première étape dans une démarche de modélisation qui cherche après à se compliquer, en fait? Alors, on espère toujours que c'est la première étape, qu'un jour on saura faire mieux. Ça, déjà, c'est le principe, mais quand on fait de la recherche, c'est toujours comme ça. Hein. On espère toujours qu'un jour on saura faire mieux. Donc oui, donc c'est une première étape. Ensuite, là où c'est pas juste une première étape, c'est que ce qui est important, c'est d'être capable d'identifier des mécanismes. Parce que c'est pas plus simple quand on met tout à la fois, de voir tout à la fois. Évidemment, après, c'est important qu'on ait un modèle très complexe de retrouver les différents phénomènes. Mais si un phénomène, on n'est pas capable de l'expliquer déjà et de le comprendre bien sur un modèle simple, en général, il ne faut pas rêver, on ne saura pas le faire directement sur un modèle très complexe. Donc, le phénomène, on s'attend à ce qu'il soit le même sur un modèle plus complexe. C'est ce que je disais, si on rajoute de la température, si on rajoute... alors, je ne vais peut-être pas parler du cas 3D, parce que c'est encore plus compliqué. Enfin, il y a des problèmes de phénomènes de surface libre, des choses comme ça que je ne vais pas aborder maintenant. Mais voilà, typiquement, si on rajoutait juste de la température, on garde un modèle 2D, on rajoute juste de la température, on s'attend quand même à avoir des équations qui sont...
du même type. Alors après, ce qui n'est pas clair, c'est est-ce qu'il y a de la viscosité ou non sur l'équation de densité ou de température. Est-ce que, voilà, c'est pas très clair de savoir exactement quelle équation on va mettre. Mais après, le phénomène de couche limite et le fait qu'il va falloir, qu'il y a des choses qui sont stables, pas stables, qui ne se passent pas pareil selon la géométrie et où on est, ça c'est quelque chose qui ne dépend pas du modèle. Donc je dirais une fois qu'on a la technologie, et avec du travail et de la patience, on espère pouvoir implémenter le même genre de choses sur des modèles plus compliqués. Voilà. Pourquoi avoir considéré l'Est et l'Ouest, puis le Nord et le Sud dans la résolution? Pourquoi vous êtes passé sur un... Quel rôle prépondérant joue l'Est et l'Ouest, la symétrie Est-Ouest? Alors, vous moi avez je choisi commence par l'Est et l'Ouest parce que c'est plus facile. Ça, c'est que je peux faire le calcul. Et qu'au nord et au sud, il faudrait déjà que je commence par vous expliquer ce que c'est que l'équation de la chaleur, une équation parabolique, comment ça se passe, tout ça. Donc là, ça va être plus fatigant et plus compliqué à faire tenir en 1 heure. Donc voilà, ça c'est un très mauvais argument, mais c'est voilà, malheureusement quand même un argument de poids. Et ensuite, je dirais que pendant très longtemps, en fait, les gens il y a des articles un peu plus anciens sur ce problème, hein, et où les gens disaient que, et ce qui n'est pas, je pense, totalement raisonnable, donc c'est pas totalement déraisonnable, c'est que ce qu'ils disaient, c'est qu'on a un océan comme ça, et puis après, il y a juste le pôle nord et le pôle sud, on oublie juste qu'il y a des continents. Bon, voilà. Et ce qu'on constate, c'est que les vents près des pôles nord et sud, donc le taux, là, ben, il est petit. Si vraiment on regarde juste toute la Terre, on ne regarde pas trop les continents, hein, ou juste des continents qui sont bien comme on veut, quoi, enfin, juste un rectangle. D'accord, c'est moral qu'au nord et au sud, on s'attend quand même à ce que taux soit plus petit. D'accord, et donc les gens ont dit taux est plus petit, allez, taux fait 0. Et donc si taux fait 0, ben, évidemment, on n'a rien à rattraper, il n'y a pas de couche limite. Quoi. Donc voilà. Mais il y a ça qui est une partie de la réponse. Je dirais que physiquement, c'est un peu cette même démarche de dire on commence par regarder quelque chose qui est plus simple. Et puis mathématiquement, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'ici, on a des couches limites qui sont totalement localisées. Hein. Ce que j'ai dit, c'est qu'on résout une équation différentielle avec une exponentielle, enfin, où tout se calcule explicitement, ce qui n'est pas le cas au nord et au sud. Mais on retrouve la même dissymétrie est-ouest dans ces couches nord et sud, hein, justement à cause du fait que pour cette équation de type... Alors, ce n'est pas une équation de la chaleur, parce que ce serait juste avec un Laplacien, et là, on a un bilaplacien. Mais pour ce genre d'équation parabolique, on a vraiment un sens de propagation. On ne pourrait pas décider de fixer la condition ici et de remonter. Hein, c'est vraiment interdit pour ce genre d'équation d'aller en arrière. On peut le faire que dans l'analytique, voilà, sur un petit temps. En bref, c'est interdit, quoi. J'ai l'impression de sentir un peu comment ça marche. Hein, c'est pas simple. Hein. Moi, je comprends rien à ces mathématiques alors. Je suis toujours épaté quand j'entends les spécialistes d'équations dérivées partielles. Je les vois contempler leurs équations. Et tel terme, il a telle signification, tel effet. Et il y a une analogie avec telle situation classique qui est bien comprise. Et donc, on s'attend à ce qu'il va se passer ça. Et puis après, ils vous disent, ben, après, on se débrouille pour le démontrer. Voilà. Ils ont un réel savoir-faire, hein, qui est pas seulement d'empiler des formules, des équations, ce qu'ils ont un peu tendance à faire à l'écran, mais ils ont une espèce de flair et qui savent transmettre à leurs étudiants. Enfin bon, il y a une vraie culture mathématique là. Et puis ils savent aussi parler un peu avec les spécialistes des autres disciplines. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec des physiciens, des géophysiciens Et qu'est-ce qu'ils en pensent de ce que tu racontes? C'est toujours le même problème, la même ambiguïté. C'est-à-dire que quand on discute avec un physicien et qu'on a un mathématicien, il commence par ricaner doucement en disant que si avec des mathématiciens, les fusées, on pourrait les attendre encore longtemps. Ils n'ont pas totalement tort, il faut reconnaître. Et voilà, après, il y a quand même des situations où il y a des phénomènes qu'ils ne comprennent pas. Hein, typiquement, c'est une espèce de singularité en plein milieu de l'océan, c'est quand même étonnant. Quoi. Ou des problèmes, justement, quelque part, presque le cas qui les intéresse le plus, c'est quand ça ne marche pas. D'accord ? Là, ça marche, ça vient juste confirmer ce qu'ils savent faire parce qu'ils ont l'intuition de comment ça marche depuis longtemps. Il y a des cas, donc je ne vais pas parler du tout ici, mais
C'était le cas du forçage résonant, par exemple, pour les couches d'Ekman. Ben, si on se met à avoir un vent qui a des oscillations exactement avec la même période que la rotation de la Terre, ben, il se passe des phénomènes très, très particuliers. Et ça, comme il ne faut pas les choses de façon, je dirais, assez fine pour pouvoir pour le décrire précisément, ben voilà, il voit juste que ça ne marche pas. Et voilà, je pense qu'on est capable d'apporter un petit peu des éclairages sur peut-être des choses qui peuvent paraître des points de détail, mais voilà, je pense qu'il y a des collaborations intéressantes. Le problème principal, probablement qu'on ne parle pas le même langage. Voilà, donc c'est pareil, si vous avez l'opportunité pendant le plus longtemps possible de garder, je dirais, une formation qui dans plusieurs disciplines, je pense que c'est vraiment un atout après d'être capable de parler plusieurs langues exactement comme on est capable de parler plusieurs langues, l'anglais, l'espagnol. Voilà, être capable de parler les maths, la physique, la géophysique, c'est bien aussi. Il y a eu des bonnes questions, non? Ah, très bien. Ah, la salle, très bien. Hein. Donc je pense qu'on peut applaudir le public. Hein. Moi, je le fais. Remercier la conférencière.